Bonjour, aujourd'hui on va donc présenter la deuxième partie du chapitre 2, réaction de complexation et complexe. Alors dans cette deuxième partie, on va parler de 3 points. D'abord, on va définir les complexes successifs. On va définir aussi les constantes de formation ou de dissociation partielle et globale. On va donc aussi parler du domaine de prédominance dans les réactions successives. Et enfin, on va parler de la prévision qualitative des réactions de complexation. Alors, rappelons ce que c'est qu'un complexe. Un complexe, MLN, est une espèce chimique issue d'une réaction entre un cation métallique et un certain nombre de ligands. En fait, on a un équilibre entre deux réactions. Une réaction de formation du complexe, c'est le sens direct, et une réaction de dissociation du complexe dans le sens indirect. Donc, au complexe MNN, on lui fait correspondre deux constantes d'équilibre. La constante de formation globale notée βN et la constante de dissociation globale notée KdG. La relation entre ces deux constantes, c'est que l'une est l'inverse de l'autre, comme on a déjà vu. Aussi, on a vu que ces ligands peuvent être, d'une manière générale, différents. On a vu qu'ils peuvent être des anions, c'est-à-dire des groupements chargés négativement, ou encore des molécules neutres, ou des cations. Prenons maintenant le cas où ces N ligands sont identiques. D'accord? Donc N peut être 1, 2, 3, 5, 6, etc. Alors, on va supposer dans ce cas qu'on peut former des complexes successifs. Que veut dire ça? Ça veut dire qu'au lieu de former le complexe final MLN directement, on va passer par plusieurs étapes. Et à chacune des étapes, on va former un complexe, l'un après l'autre. D'accord? Donc, à partir du cation métallique M, on va lui associer un seul ligand. Donc M plus L, ça va nous donner le premier complexe ML. Puis on va ajouter un deuxième ligand, ML plus L, ça va nous donner le complexe ML2. Puis un troisième ligand, ML2 plus L, ça va donner ML3, jusqu'à la formation du complexe final MLN. Donc à chacun de ces complexes MLI formés correspond bien sûr une réaction de formation de ce complexe, qui n'est autre que l'équilibre qui est écrit en rouge en bas, c'est-à-dire à chaque fois on a le MLI-1 plus un ligand qui nous donne MLI. Comme c'est un équilibre entre une réaction de complexation et de dissociation, là aussi on fait bien sûr correspondre deux constantes. Une constante de formation du complexe MLI noté KFI et une constante de dissociation de ce complexe noté KDI. Voyons ça d'une manière plus détaillée. Donc, on a les N réactions de formation des complexes successives, 1, 2 et 3 et N. La première réaction, c'est la formation du complexe ML, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, c'est un ligand qui s'attache au cation métallique. Et à ce complexe, on associe sa constante de formation KF1 et sa constante de dissociation KD1. De même pour ML2, qu'on forme à partir de ML plus un deuxième ligand. Donc, il admet la constante KF2 et la constante KD2. La même chose pour ML3 jusqu'à MLN. À partir de MLN-1, on lui ajoute un ligand pour former le MLN. Là aussi, il a une constante de formation KFN
et une constante de dissociation KdN. D'accord? Donc, ces réactions, ou bien c'est plutôt ces équilibres, puisqu'il s'agit d'un équilibre entre deux réactions. D'accord? Réaction de formation et réaction de dissociation. Donc, ces équilibres successifs, donc on les appelle des équilibres successifs, puisqu'ils forment des complexes successifs. Donc, si on fait la somme de ces n équilibres, on tombe sur l'équilibre global, qui est M plus N ligands pour former le complexe final MLN. Et à cet équilibre global correspond la constante bêta N qu'on a déjà définie. C'est la constante de formation globale du complexe MLN. Alors, c'est quoi la relation entre ces constantes globales bêta n et ces constantes Kf1, Kf2, Kf3, etc. Ben, on remarque bien que bêta n n'est autre que le produit, c'est-à-dire la multiplication de Kf1 qui multiplie Kf2, qui multiplie Kf3 jusqu'à Kfn. De même, on remarque la même chose que la constante de dissociation globale n'est autre que la constante que le produit de Kd1 qui multiplie Kd2 qui multiplie Kd3 jusqu'à Kdn. Alors, ces constantes Kf1, Kf2, Kf3 sont dites constantes de formation successive ou encore constantes de formation partielle. Les KDI sont dites constantes de dissociation successive ou constantes de dissociation partielle puisqu'ils correspondent aux complexes successifs et aux réactions successives qui se suivent. D'accord? Et bien sûr, la constante bêta n, c'est la constante de formation globale. Or, cette constante bêta n ne correspond pas forcément au complexe final, MLN. On peut, pour chaque complexe MLI, c'est-à-dire ML, ML2, ML3, à n'importe quelle étape, on peut, pour chaque complexe, définir une constante globale. Je m'explique. Alors, si l'on écrit directement la formation d'un complexe MLI à partir du cation métallique et des I-ligands qui le forment, comme c'est écrit sur l'équilibre en vert, M plus IL qui donne MLI, cet équilibre est qualifié de global. Et donc, on lui attribue une constante de formation globale notée bêta I. Donc, cet équilibre global est la somme des I premiers équilibres successifs. Et la constante globale bêta I est égale au produit des I premières constantes de formation successives. Exemple, ce que vous voyez sur le rectangle en jaune. Si on a la formation du complexe ML1, c'est-à-dire un seul ligand qui est lié au cation métallique. Donc un seul ligand, c'est-à-dire une seule réaction ou bien un seul équilibre, donc une seule constante de formation, Kf1. Et donc la constante globale bêta 1 qui correspond au complexe ML1, c'est égal à sa constante de formation, Kf1. Maintenant, si on considère le complexe ML2, c'est-à-dire il y a deux ligands qui sont liés au cation métallique M, donc pour arriver à ML2, on doit passer par deux réactions successives. La formation de ML, puis ML plus un autre ligand qui donne ML2. Donc on a deux réactions successives et donc deux constantes de formation, Kf1 et Kf2. Et donc la constante globale bêta 2 qui correspond à la formation de ML2
à partir du cation métallique, c'est-à-dire M plus 2L qui donne Ml2. Cette constante de formation globale est égale au produit de Kf1 et de Kf2. De même, pour le complexe Ml3, donc il y a 3 ligands, donc il y a 3 réactions successives, et à chaque fois, on a une constante de formation de Ml, de Ml2 et de Ml3, Kf1, Kf2, Kf3. Donc, la constante globale de formation de Ml3, qui correspond au cation métallique M, plus 3 ligands qui donnent Ml3. Cette constante de formation globale est le produit des 3 constantes de formation partielle, Kf1 qui multiplie Kf2 qui multiplie Kf3. Donc, et ainsi de suite. Donc, on écrit d'une manière générale pour la constante globale de formation d'un complexe MLN, c'est le produit des constantes de formation partielle KFI de I égale à 1 jusqu'à I égale à N. Et ce qui a été dit pour ces constantes de formation globale et partielle peut être dit pour les constations de dissociation. Ainsi, la constante de dissociation globale est égale au produit des constantes de dissociation partielle de I égale à 1 jusqu'à I est égal à N. Prenons un exemple. Cet exemple-là, vous l'avez sur votre polycup. Donc, c'est un exemple simple. Il s'agit tout simplement de vérifier que la constante K3D est la constante globale de dissociation du complexe CuNH3 plus 2. Alors, on a 3 réactions, enfin 3 équilibres plutôt. Hein. Le premier équilibre, CE+, plus NH3, donc un seul ligand pour former le premier complexe CuNH3+. On fait correspondre à ce premier complexe sa constante de dissociation K1D et sa constante de formation qu'on a notée ici K1. Remarque que c'est une question de notation. Vous trouverez dans des livres que ces constantes de formation sont notées KF1, comme vous pouvez trouver dans d'autres, c'est noté tout simplement K1. C'est pas trop grave, c'est une question de notation comme je viens de dire. L'essentiel c'est de comprendre la signification. C'est une constante de formation, elle correspond à la réaction de formation du complexe. Qu'elle soit notée K1 ou KF1, c'est pas trop grave. D'accord? Alors, donc je reviens à dire qu'on associe à ce complexe-là, CuNH3+, une constante de dissociation K1D qui est égale à 10 à la puissance moins 6,2. Regardons le deuxième équilibre, c'est le complexe CuNH3+, on lui ajoute un deuxième ligand pour donner le CuNH3 de plus. Là aussi, on lui a associé une constante de dissociation K2D qui est égale 10 exposant moins 4,7. Le troisième équilibre qui est Cu+, plus 2NH3 qui donne CuNH3 de plus, on voit bien que ce dernier équilibre est la somme des 2 premiers équilibres. Donc c'est une réaction globale qui résulte de 2 réactions successives, la première et la deuxième. Donc la constante K3D qui correspond à cet équilibre global doit être une constante de dissociation globale. On voit ici bien que c'est écrit 1 sur β2, c'est-à-dire 1 sur la constante de formation globale du complexe CuNH3 2+. Donc on peut vérifier ça, cette constante de dissociation globale K3D, elle doit être égale à K1D qui multiplie K2D. Du point de vue expression, on peut le vérifier, donc on pose l'expression de K1D et l'expression de K2D, on fait la multiplication et on voit bien que c'est égal
à l'expression de K3D qui est égale à la concentration de Cu+, qui multiplie la concentration de NH3 au carré sur la concentration de CuNH3 de plus. Du point de vue valeur numérique, K1D est égal à 10 puissance moins 6,2 et K2D est égal à 10 moins 4,7. Si on fait la multiplication, on trouve que K3D est égal à 10 à la puissance moins 10,9. Donc K3D est bien la constante de dissociation globale du complexe CuNH3 de plus. Alors, et maintenant, on va parler du domaine de prédominance. Que veut dire ça? Il s'agit de déterminer le domaine de prédominance des complexes formés lors des réactions de complexation successives. Que veut dire ça? Ça veut dire que, en fonction de certaines conditions, on voudrait donc déterminer les zones ou bien les domaines où un complexe est formé d'une manière privilégiée ou bien d'une manière préférentielle par rapport à un autre. Donc ici, on va déterminer ça en fonction de la concentration du ligand. Donc je rappelle ce qu'on vient de voir tout à l'heure. L'équilibre qui donne lieu à la formation d'un complexe MLI est de la forme MLI-1 plus un ligand qui donne MLI. On associe à ce complexe MLI deux constantes, sa constante de formation partielle KFI et sa constante de dissociation partielle KDI. Alors on s'intéresse plus particulièrement à cette constante de dissociation. Pourquoi? Parce que dans son expression, on peut faire le rapport entre KDI et la concentration du ligand. Ainsi, on peut comparer la concentration du ligand par rapport à KDI qui est une constante et qui est connue. Et par la même occasion, on peut comparer la concentration du complexe MLI et du complexe MLI-1. C'est ce qu'on va voir dans l'exemple suivant. Alors, supposons qu'on a NH3, un ligand, d'accord, dans une burette par exemple, et qu'on va ajouter ce ligand d'une manière progressive à une solution contenant le cation métallique Cu+. Donc, en fonction de la quantité de matière ou bien de la quantité de NH3 versée, c'est-à-dire sa concentration, on peut former les complexes CuNH3+ et CuNH3 plus. Donc les réactions ou bien les équilibres successifs, ils sont écrits, comme vous voyez, en bleu. Donc Cu plus NH3, ça donne CuNH3+. À cet équilibre-là, on associe la constante de dissociation 10 puissance moins 6,2. Puis, le deuxième équilibre, c'est à partir du complexe CuNH3+, qu'on ajoute le deuxième ligand et on a CuNH3 qui lui correspond à la constante de dissociation 10 moins 4,7. Donc, l'exercice consiste à tracer donc un diagramme en fonction de la concentration de NH3 et de déterminer les domaines de concentration où on forme préférentiellement les complexes CuNH3+ et CuNH3 de plus. Alors, le cas 1D du complexe CuNH3+, qui a son expression que vous voyez devant vous, on peut écrire K1D sur la concentration de NH3 est égal à la concentration de Cu+, sur la concentration du complexe CuNH3+. Donc là, on peut raisonner ou comparer, si vous voulez. Si la concentration de NH3 elle est supérieure à la valeur de K1D, alors la concentration du complexe CuNH3+, elle est supérieure à la concentration du Ce+. On dit dans ce cas que la concentration de CuNH3+, ou bien tout simplement le complexe CuNH3+, il prédomine.
c'est-à-dire dans cette zone de concentration, c'est le complexe CuNH3+, qui existe en majorité, qui prédomine. Regardez dans le diagramme de prédominance, c'est ce qui est dans le rectangle jaune en bas. Vous voyez, en fonction de la concentration de NH3, donc la flèche, ça correspond à des concentrations de NH3 de plus en plus élevées. Donc, lorsque cette concentration elle est supérieure à K1D, c'est-à-dire supérieure à la valeur de 10 à la puissance moins 6,2, on a le complexe CuNH3+, qui prédomine. D'accord? Au contraire, bien sûr, si NH3 est inférieur à K1D, c'est-à-dire inférieur à 10 à la puissance moins 6,2, c'est-à-dire vers les concentrations qui sont très faibles, 10-7 et 10-8, donc il n'y a pas de chance que le cation métallique Cl+ se complexe. Donc il va rester à l'état libre sous forme de Cl+. C'est le Cl+ qui prédomine dans cette partie où la concentration NH3 est inférieure à K1D. Le même raisonnement, on peut le faire pour K2D, pour le complexe CuNH3 2+. La même chose, on écrit la même formule, K2D sur NH3 est égal à CuNH3+, sur la concentration de CuNH3 2+. La même chose, donc on raisonne de la même manière, si NH3 est supérieur à K2D, ça veut dire que c'est le complexe CuNH3 2+, qui prédomine. Donc pour les fortes concentrations supérieures à K2D, c'est-à-dire supérieures à une valeur de 10 puissance moins 4,7, on a de fortes chances de former rien que le complexe NH3 de plus, c'est-à-dire le complexe final. Alors, ces diagrammes de prédominance, ils ont un intérêt majeur, c'est-à-dire qu'on peut déjà comprendre, c'est-à-dire théoriquement, avant de passer à l'expérience, dans quel domaine on doit se situer, dans quel domaine de concentration on doit se situer pour former l'un ou l'autre complexe. Si ça m'intéresse de former le CuNH3 de plus, donc je vais travailler avec des concentrations de NH3 qui sont supérieures à la valeur de 10 à la puissance moins 4,7. Au contraire, si je suis intéressée par le complexe CuNH3+, donc je me place pour les concentrations qui sont entre 10-6,2 et 10-4,7. C'est bon? Maintenant, on va essayer d'établir le diagramme de prédominance en fonction du cologarithme de la concentration du ligand. Il s'agit ici tout simplement de changer d'échelle. Tout à l'heure, on a établi le diagramme de prédominance en fonction de la concentration du ligand directement. Là, on va utiliser l'échelle cologarithmique, c'est-à-dire on va établir ce diagramme de prédominance en fonction de moins log du ligand. Et comme on est dans l'échelle cologarithmique, donc au lieu d'utiliser les KDI, on va utiliser les PKDI. Ainsi, comme tout à l'heure, on avait trouvé une relation entre KDI et la concentration du ligand, ça nous permettait de comparer la concentration du ligand avec la valeur de KDI. Maintenant, on doit trouver une relation entre PL, qui est moins log de la concentration du ligand, avec PKDI, afin de pouvoir comparer le PL avec la valeur de PKDI. Donc, à partir de l'expression de KDI, on introduit moins log de part et d'autre de l'égalité. On trouve que PL est égal à PKDI plus logarithme de MLI-1 sur la concentration de MLI. Voyons ça dans le cas de notre exercice. On a PKD1 de CuNH3+ est égal à 6,2 et PKD2 de CuNH3+ égal à 4,7. Traçons le diagramme en fonction de PL, c'est-à-dire en fonction de moins log de NH3. La flèche, bien sûr, est dans le sens des valeurs croissantes et on place les valeurs des PKD1 et PKD2. D'accord?
Alors, raisonnons par exemple pour PKD2. Donc, PKD2, c'est la dissociation de CuNH3 2+. Donc, on va pouvoir raisonner de cette manière. Si PL est supérieur à PKD2, qui est la valeur 4,7, ça veut dire que le terme logarithmique, il est positif. Si le terme logarithmique il est positif, ça veut dire que la concentration de MLI-1, qui est CuNH3+, elle est supérieure à la concentration de MLI. Et si cette concentration de MLI-1 elle est supérieure à MLI, ça veut dire que le complexe CuNH3+, il prédomine dans cette zone de concentration ou bien dans cette zone où PL est supérieur à 4,7. Dans le cas contraire, si PL est inférieur à PKDI, ça veut dire que le terme logarithmique il est négatif, ça veut dire que le MLI est prédomine par rapport à MLI-1. Donc lorsqu'on se place avec des valeurs de PL inférieures à 4,7, c'est le CuNH3 qui prédomine. On peut raisonner de la même manière en utilisant le PKD1. Ainsi, on va établir donc le diagramme de prédominance pour toutes les espèces et là, on a un renseignement des différents domaines, des différentes valeurs de PL où les différentes espèces prédominent. Alors, tant qu'on y est dans les complexes successifs, avant de passer à la troisième partie de ce cours, je voulais vous donner une relation qui est simple et qui est très pratique pour le calcul des PKDI des complexes successifs, MLI. Alors, il s'agit là de trouver une relation entre les PKDI et les βI, c'est-à-dire les constantes de formation globale. Commençons par le complexe ML, c'est-à-dire le premier complexe. Son β1 est égal à KF1, comme on a vu tout à l'heure, qui est égal à 1 sur KD1. Donc, tout simplement, on a introduit le logarithme. On trouve que PKD1 est égal à log de β1. D'accord? Maintenant, pour ML2, sa constante de formation globale, comme on a vu, est égale à KF1 qui multiplie KF2. On remplace KF1 par β1 et KF2 par 1 sur la constante de dissociation KD2. On introduit le logarithme, donc on aura le log de β2 est égal à log de β1 plus PKD2. D'où on tire que PKD2 égale log de β2 moins log de β1. Donc, de manière générale, on a une relation très simple qui nous permet de calculer les PKDI des complexes successifs MLI. Le PKDI est égal à log de βI moins log de βI moins 1. Donc, cette relation, il est intéressant de la retenir. Ça pourra vous être utile dans la résolution de pas mal d'exercices. Dans la troisième et dernière partie de ce cours, on va parler de la prévision qualitative des réactions de complexation. Prévision qualitative, c'est-à-dire sans faire vraiment de calcul, on va pouvoir prévoir la formation d'un complexe donné. Ici, donc, on va discuter le cas où on a une compétition ligand-ligand vis-à-vis d'un même cation métallique. C'est-à-dire, lorsqu'un cation métallique dans une solution, il est en présence de deux ligands, L1 et L2. La question qui va se poser, avec quel ligand il va réagir. C'est-à-dire avec lequel de ces ligands il y aura une complexation. Bien sûr, il faut se mettre dans des conditions favorables pour pouvoir faire la comparaison et faire cette prévision qualitative. C'est-à-dire
les deux ligands doivent avoir la même concentration, sinon au moins des concentrations comparables et proches. Donc la réponse, c'est que le cation métallique réagira avec le ligand qui conduit à la formation du complexe le plus stable. Alors pour mieux, si vous voulez, concrétiser cela, je vous ai amené donc deux exemples. Un exemple expérimental, c'est une expérience qu'on peut réaliser à l'échelle du laboratoire et donc on peut voir ça réellement. Alors il s'agit des cations métalliques ferriques Fe3+, qui donnent une couleur orange à la solution. Et ces cations métalliques, la littérature nous dit qu'ils peuvent se complexer avec les ions thiocyanate SCN- et les ions oxalate C2O4-2-. Avec les ions thiocyanate, ils donnent lieu à un complexe FeSCN2+, qui donne une couleur rouge à la solution. Et ce complexe, il a une constante de formation de 10 à la puissance 3. Donc, c'est une constante qui est assez grande. Donc, le complexe, il est stable. Aussi, les ions Fe3+, se complexent avec les ions oxalate C2O4-2- pour former un complexe FeC2O4+, qui donne une couleur verte à la solution. Ce complexe, il a une constante de formation bêta qui est égale 10 puissance 9,4. Vous voyez que cette constante, elle est plus grande que la première, et donc ce complexe, il est beaucoup plus stable que le premier. Donc, on va pouvoir constater que le complexe le moins stable disparaît au profit du complexe le plus stable, et que le complexe le plus stable persiste et reste dans la solution à la fin de l'expérience. Alors, reprenons depuis le début. Donc, on a une solution, on a les Fe3+, c'est la couleur orange due à la présence des ions Fe3+, à laquelle on ajoute quelques gouttes des ions thiocyanate SCN-. La solution automatiquement devient rouge. Donc, les ions thiocyanate se sont complexés avec les ions Fe3+, et il y a eu formation du complexe FeSCN2+, que la littérature nous dit, il donne la couleur rouge à la solution. Donc il y a eu bien complexation. Seulement lorsqu'on a ajouté encore quelques gouttes de C2O4-, les ions oxalate, cette coloration disparaît et une couleur verte apparaît, qui est due à la formation du complexe FeC2O4+. Donc on comprend bien que le fait d'ajouter le deuxième ligand C2O4-, le complexe FeSCN- s'est dissocié pour donc libérer le cation métallique Fe3+, afin qu'il forme un complexe qui est beaucoup plus stable, c'est le FeC2O4+. Et bien sûr, libérer aussi les ions thiocyanate SCN- qui vont rester libres dans la solution. Le deuxième exemple, vous l'avez sur votre polycope de cours. On a aussi ici deux ligands, I- et Br-, qui réagissent tous les deux avec les ions Fe3+. Alors, ces deux réactions sont possibles. Les complexes FeBr2+, et Fi2+, sont bien, ils se forment bien, ils admettent des pKd et des constantes de formation qu'on trouve dans la littérature. D'accord? Alors, d'après la valeur des pKd et des constantes de formation, on remarque que le complexe FeI2+ est le plus stable. D'accord? Ça veut dire que c'est le complexe
Fi de plus qui se formera en dernier, c'est-à-dire qui se fera de manière préférentielle si le Fe3+, il est en présence des deux ligands iodure et bromure. D'accord? Alors là, si vous voulez, du point de vue théorique, c'est-à-dire sur le papier, on peut écrire les choses d'une manière détaillée. C'est-à-dire on peut écrire, par exemple, d'abord la formation du complexe le moins stable, c'est-à-dire la réaction 1, puis la dissociation de ce complexe. Une fois il est en présence du iode, c'est-à-dire de l'ion iodure, I-, donc cette présence de ce ligand I- va entraîner la dissociation de ce complexe pour libérer le cation métallique Fe3+, d'accord, c'est la réaction 2, pour qu'il y ait complexation entre Fe3+, et I-, c'est la réaction 3, c'est-à-dire former le complexe le plus stable FeI2+. D'accord? Comme on peut tout simplement écrire la réaction globale 4 qui est, si vous voulez, la résultante entre les deux réactions 2 et 3. Donc le FeBr2+, le complexe moins stable, en présence de I-, donc il se dissocie pour libérer le cation métallique Fe3+, afin que ce dernier, c'est-à-dire le cation Fe3+, se complexe avec I2+, et libère le ligand Br-. Donc, comme tout à l'heure, c'est le complexe le plus stable qui se forme dans la solution et qui persiste, et l'autre ligand, il reste dans la solution libre. Maintenant, on va voir le cas où on a une compétition métal-métal vis-à-vis d'un même ligand. Ici, donc, on a dans la solution un ligand et deux cations métalliques M1 et M2. La même question se pose comme tout à l'heure. Quelle réaction de complexation est privilégiée? C'est-à-dire lequel de ces cations métalliques va se complexer avec le ligand? La réponse est la même. C'est le cation métallique qui va conduire à la formation du complexe le plus stable. C'est toujours la stabilité qui l'emporte. Alors l'exemple que vous avez ici, vous l'avez sur votre polycope de cours. Donc vous avez un ligand, c'est le Br-, et vous avez les cations métalliques Fe3+, et Cu2+. Alors on vous donne les réactions de complexation ou de formation des complexes correspondantes. On vous donne les constantes pKd et bêta, les constantes de formation et les constantes de dissociation. On voit bien que d'après ces constantes, c'est le complexe CuBr+ qui est le plus stable. Donc, c'est celui qui va être formé et restera en solution à la fin. C'est ce qu'on voit dans la réaction globale à la fin de votre diapo. Fe2+, donc plus le deuxième cation métallique Cu. Donc le Fe2+ va se dissocier au profit du complexe CuBr+, qui va se former puisqu'il est plus stable. Et les cations métalliques Fe3+ resteront libres dans la solution. Voilà, c'est la fin de ce chapitre des réactions de complexation et complexes. Merci de votre attention. À la prochaine fois.